marche pas encore. Il nous a pas allumé, on n'est pas allumé. Ah super, ok, très bien. Ah oui, je pense qu'on va être plutôt de ce côté. Il va filmer pour le film de l'Asphar. Je sais pas où est-ce qu'il peut se mettre pour mieux nous voir. Si, là c'est bien, je pense là. Le mieux c'est sur Ouais. cette partie-là, c'est ça. Par là, oui. Ouais, vous verrez mieux le patient, vous verrez mieux les... Vous me faites signe si s'il faut qu'on se décale, mais... Non, Ou là. vous touchez rien, vous changez rien. Et puis moi, Ah, ça y est. par là, en se mettant là. Ouais. Sinon là vous allez être gêné par. C'est bon, je lance. On sait pas. Bah allez-y. On va réinventer le 360. Bonjour à tous. Alors bienvenue pour ce bloc 360 autour de la prise en charge initiale d'un brûlé grave qui nous est proposé par l'hôpital Saint-Louis Lariboisière avec notamment Dr François Després qui est accompagné de Nel Scharinger et Aurélie Geoffroy ainsi que Célia Lucas et qui vont jouer ce cas et voilà, vous proposer des questions. Bien sûr vous pouvez interagir si vous souhaitez. Et moi je suis Pauline de Vauchel, anesthésiste à Beaujon actuellement mais ancienne médecin des brûlés de Lille. Et donc, je vais assurer la modération de cette session. Voilà, donc bienvenue à tous et puis que le jeu commence. Merci beaucoup Pauline. Bonjour à toutes et à tous. Donc, juste avant de débuter, l'idée de ce cas clinique, c'est vraiment de déstresser tous les non-spécialistes qui peuvent être amenés un jour à prendre en charge un grand brûlé. Et c'est pour essayer de vous donner les messages clés et les principales choses à faire et peut-être les choses à ne pas faire pour pouvoir prendre en charge pendant les 12-24 premières heures un grand brûlé avant un éventuel transfert dans un centre spécialisé. Donc il ne va pas se passer des choses incroyables dans le cas clinique, mais on va plutôt essayer de dérouler ensemble la prise en charge classique d'un grand brûlé. Donc on va pouvoir commencer le cas, s'il vous plaît. Donc juste voilà mes liens d'intérêt, juste de la recherche en lien avec éventuellement ce sujet. Et donc c'est un cas qu'on a eu assez récemment, un jeune homme d'une trentaine d'années, en fait à âge inconnu, il est retrouvé dans la rue avec un feu de cabanon à côté de lui, donc un patient sans domicile fixe, qui est retrouvé conscient, avec une pression artérielle conservée, qui est agité, tachycarde, normotherme, pas de signe de détresse respiratoire. Et tu peux passer la diapo. Et donc ça c'est le texte du préhospitalier que je vous ai vraiment copié-collé. Donc le patient il est retrouvé dans la rue, donc il est sorti de lui-même de son cabanon, il est agité, il refuse qu'on le touche, on ne connaît pas ses antécédents évidemment, il ne parle pas français, il est décrit des brûlures au 2e degré du corps entier, et on va voir qu'en préhospitalier ça peut être assez difficile d'évaluer la surface cutanée brûlée. Il a des phlictènes, le visage brûlé, il est hyperalgique, il a de la suie dans la bouche, donc des stigmates d'inhalation de fumée. Il n'y a pas d'œdème des voies aériennes, il est très agité, et inhalation de fumée point d'interrogation. Voilà. Et donc, première question, et on va ensuite s'occuper de ce patient. Est-ce que ce patient est un brûlé grave? Donc on va vous laisser quelques secondes pour scanner le QR code, et vous pouvez ensuite voter. Alors ça apparaît pas en temps réel, parce qu'après on va vous donner la réponse, mais on voit le nombre de votants. Pour le moment, vous êtes 9 à avoir voté, on va attendre un petit peu, parce que vous êtes un peu plus que 9. On va attendre encore 20 secondes. Ok, bon, on est à 60 votants, je pense que tu peux passer à la réponse. Donc bon, sans grande surprise, vous êtes au bon endroit. Donc ce patient est un grand brûlé. Donc pourquoi c'est un grand brûlé? On n'a pas beaucoup d'infos, mais il est quand même décrit, là il parle de 2e degré sur tout le corps. Donc je vous remets les critères de grand brûlé selon les RFE publiés par l'ASFAR en 2019. Donc le principal critère c'est la surface cutanée brûlée, et au-dessus de 20% de surface cutanée brûlée, on parle de brûlé grave. Et ensuite, vous avez d'autres critères qui nécessitent au moins un avis d'un centre de grands brûlés, qui sont la brûlure profonde de plus de 5%, quand il y a une inhalation de fumée, des brûlures profondes avec des localisations à risque fonctionnel, les mains, le périnée, le visage, les brûlures électriques à haut voltage. Et puis ensuite, il va y avoir toutes les brûlures qui ne répondent pas forcément à ces critères, mais qui surviennent sur des terrains notamment à risque de complications. Donc tous les patients âgés, comorbides, qui même sur des surfaces cutanées pas très élevées, sont susceptibles de décompenser leur pathologie et de se dégrader. J'ai une petite question juste. Est-ce que quand c'est comme ça, avec l'appel SAMU, on sait tout de suite si c'est un brûlé grave, et est-ce qu'on se trompe souvent
d'expérience? Alors on ne sait pas tout de suite si c'est un brûlé grave, et je pense qu'on va le revoir un petit peu plus loin pour l'évaluation de la surface cutanée brûlée, mais ça peut être très difficile en préhospitalier, quand il y a de la suie, faire la différence entre la suie et vraiment une peau brûlée, ça peut être difficile. C'est souvent très impressionnant, il peut y avoir encore les vêtements, et donc c'est pas très facile. Mais on va voir un peu plus loin que, en tout cas, le premier degré qui correspond au coup de soleil, donc c'est juste une rougeur cutanée, ça on ne le prend pas en compte dans l'évaluation de la surface cutanée brûlée parce qu'il n'y a pas de conséquences systémiques de ce coup de soleil, comme le coup de soleil que vous pouvez avoir l'été. Et donc celui-ci on ne prend pas en compte, et parfois ça peut être très impressionnant. Un patient, il va avoir un hémicorps, par exemple toute la face, il est tout rouge de tout le corps. En fait, c'est pas un grand brûlé, c'est comme un coup de soleil, premier degré, et il n'y aura pas de conséquences et ça va cicatriser spontanément. Donc on va avancer le cas. Donc là, on voit qu'il y a une suspicion d'inhalation de fumée chez ce patient. Il y a des stigmates d'inhalation, il a de la suie dans la bouche, il était probablement dans son cabanon au moment du début de l'incendie, donc on peut suspecter une inhalation de fumée. Et donc il y a une question qui se pose dans ce cas-là, on peut être exposé donc, aux fumées d'incendie, et notamment, vas-y tu peux mettre la question, comme ça les gens commencent à voter, et donc à certaines intoxications en lien avec ces fumées d'incendie, notamment l'intoxication aux dérivés du cyanure qui peuvent être présents dans les fumées d'incendie. Et donc une question qui se pose, parce qu'il y a des antidotes qui existent contre le cyanure, c'est est-ce qu'il faut mettre un antidote à ce patient-là, là, tout de suite dès le préhospitalier? C'est une question qui est fréquente chez ces patients-là. Et donc, je vous laisse voter. Ok, bon, vas-y, tu peux valider, on a plus de 100 votants et votantes. Et donc, c'est hyper intéressant, parce qu'effectivement, c'est jamais très clair pour les médecins en préhospitalier, parce que je pense que les messages sont pas forcément très bien passés, et donc on va préciser un peu cette question. Donc dans quel cas de figure il faut donner ou pas un antidote du cyanure? Un premier message clé, hyper important, c'est qu'un patient brûlé, la prise en charge initiale, il est conscient, il est Glasgow 15. S'il n'est pas conscient, c'est pas la brûlure, c'est autre chose. Donc ça peut être effectivement une inhalation de fumée avec une intoxication au CO, cyanure qui l'a mis dans le coma, mais ça peut être un AVC qui peut être ensuite responsable d'une brûlure si le patient est en train de faire quelque chose à ce moment-là, une crise d'épilepsie, mais il faut chercher quelque chose à ces troubles de conscience. Quand il nous est arrivé parfois d'accueillir des patients brûlés à 100% de surface cutanée, c'est des patients qui sont réveillés et qui vous parlent. Donc c'est impressionnant, mais voilà, c'est un premier message important. Vas-y, tu peux avancer. Et donc un mot sur l'intoxication au cyanure, parce que c'est ce qui nous intéresse ici. Donc le cyanure, c'est quoi? C'est un poison de la chaîne respiratoire mitochondriale, donc ce qui fait fonctionner, ce qui fait respirer les cellules, et donc ça bloque le complexe 4 de cette chaîne respiratoire. Et donc la cellule ne peut plus utiliser l'oxygène, donc elle se met en anaérobiose, et donc dans ce cas-là, on a des défaillances d'organes, le cœur qui marche plus bien, on est dans le coma, et on peut très rapidement décéder. Et donc il y a un antidote qui existe en France, tu peux passer la diapo, qui est l'hydroxocobalamine, la vitamine B12, et donc qui a été pendant longtemps donné un peu largamenu en préhospitalier, parce que on se dit ok, l'intoxication au cyanure ça peut être grave, les malades peuvent mourir, on a un antidote, ça coûte rien peut-être de le faire systématiquement. Mais en fait c'est pas si vrai que ça, parce qu'on s'est rendu compte que ce traitement était associé à la survenue d'insuffisance rénale aiguë grave à cause d'oxalate de calcium qui précipitait dans les urines avec ce traitement-là. Et donc, on avait montré que c'était associé à de l'insuffisance rénale aiguë grave. Ça, c'était dans notre centre. Et puis après, on avait fait une étude multicentrique pour regarder si c'était le cas en multicentrique. Tu peux passer la diapo. On retrouvait cette association avec l'insuffisance rénale aiguë. Et par contre, on ne retrouvait pas une association bénéfique, tu peux avancer, avec la mortalité. Et donc les RFE SFAR de 2019 ont vraiment clarifié la situation et les indications à utiliser l'hydroxocobalamine. Tu peux passer à la diapo suivante. Et donc il faut un incendie en milieu clos avec des stigmates d'inhalation de fumée, c'est ce que ce patient avait. Hein. Il a eu l'incendie probablement dans son cabanon, il avait de la suie sur les voies aériennes. Donc on peut se poser la question de lui faire, mais en plus de ça, il faut des signes cliniques forts qui suggèrent une intoxication au cyanure. Et donc c'est l'arrêt cardiaque ou l'état de choc d'emblée, ou alors le coma avec une hyperlactatémie d'emblée très importante, suggérant une anaérobiose et déjà une production de lactate importante. Et donc seulement dans ces 3 cas de figure-là, avec une inhalation de fumée, on peut administrer de l'hydroxocobalamine. Dans tous les autres cas, si le patient est conscient, etc., il n'y a pas d'indication à en faire, et on voit que c'est même peut-être dangereux et délétère. On va passer à la diapo suivante.
Donc finalement, le patient est intubé en préhospitalier après la pose d'une intra-osseuse parce qu'il était effectivement brûlé sur une grande surface cutanée. Et ça peut être assez compliqué en préhospitalier de trouver des accès veineux chez ces patients-là. Et c'est pas rare que ces patients-là arrivent avec une ou deux intra-osseuses comme seule voie d'abord. Donc intra-osseuse. Et je vous ai remis les traitements qui avaient été administrés à ce moment-là. Initialement de la kétamine intranasale, et puis une induction séquence rapide avec de la cellocurine et de la kétamine. Et puis ils avaient fait de l'entretien de l'anesthésie avec de la kétamine et du sufentanil. Une autre question encore. Est-ce que la cello chez le brûlé, on dit que c'est une contre-indication. Là, vous avez vu qu'ils ont fait de la cello. Oui, donc c'est une excellente question. Donc comme chez les neurolésés ou quand il y a de la fermentation, ce risque-là, enfin le risque en lien avec la cellocurine chez ces patients-là, il survient après plusieurs jours, et c'est un risque d'hyperkaliémie, mais qui n'est pas présent du tout à la prise en charge initiale, donc aucune contre-indication à faire de la cellocurine pour une induction en séquence rapide à la prise en charge initiale. Par contre, si c'est des patients que vous devez intuber au bloc opératoire pour un geste 2-3 jours, 4 jours après, et que vous voulez faire une séquence rapide, il ne faut pas utiliser la cellocurine dans ce cadre-là, et plutôt le rocuronium, parce que là, vous vous exposez clairement chez les grands brûlés à des risques d'hyperkaliémie et de décès. Il y a de nombreux cas cliniques décrits dans la littérature à ce sujet-là. Et donc un deuxième message clé hyper important pour la prise en charge des brûlés graves, je vous ai dit tout à l'heure qu'un patient brûlé était conscient. Et ben de la même manière, un patient brûlé, il est stable sur le plan hémodynamique à la prise en charge initiale. Si le préhospitalier qui arrive après une demi-heure de brûlure ou une heure comme c'est le cas ici, le patient il doit être normotendu, il n'est pas en état de choc. S'il est choqué d'emblée, il faut trouver une autre raison. Est-ce que c'est dans un incendie en appartement, il s'est défenestré pour échapper à l'incendie, donc il est polytraumatisé, il est déjà en train de saigner? Est-ce qu'il y a une intoxication associée? On a parlé des intoxications spécifiques en lien avec la fumée, mais ça peut être autre chose. Il peut avoir pris des cardiotropes, par exemple, dans le cadre d'une intoxication volontaire. Mais il faut penser à autre chose, parce que la brûlure, à la phase en tout cas toute initiale, les patients restent stables sur le plan hémodynamique. Tu peux passer. Et donc on va maintenant passer à la phase finalement, la pierre angulaire de la réanimation de ces patients-là. On va voir pourquoi c'est la pierre angulaire. Et donc c'est le remplissage vasculaire. Donc là, je vais m'habiller un peu quand même pour poser des cathéters, mais en même temps on va continuer de discuter. Et donc ces patients-là, quand ils arrivent, il va falloir les examiner, on va le voir après. Et là, il va falloir surtout s'assurer d'avoir des bonnes voies d'abord pour pouvoir remplir ces patients, on va voir pourquoi, et pour pouvoir monitorer ces patients. Tu peux passer la diapo. Et donc, le remplissage vasculaire dès le préhospitalier, c'est la première urgence, dès qu'on est au-dessus de 10-15% de surface cutanée brûlée, parce qu'on va voir qu'un grand brûlé, à la prise en charge initiale, ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir une grande fuite vasculaire, il va devenir hypovolémique, et c'est une caricature de choc hypovolémique. Il n'y a pas de patients en soins critiques qui sont aussi hypovolémiques, aussi profondément pendant aussi longtemps, on va dire 12 à 24 heures, que ces patients-là, et qui reçoivent autant de fluides que ces patients-là. Et donc, en préhospitalier, on n'a pas de monitoring, donc c'est très simple, tu peux passer les animations avancées. On va faire... voilà, par exemple, juste un exemple, un patient brûlé à 40%, il perd à peu près 1 litre de plasma sur la première heure. Et donc, c'est pas étonnant que s'il est conscient, il y a des phénomènes quand même de compensateurs, comme un choc hémorragique. Un choc hémorragique conscient, il va avoir une activation du système sympathique, il va se vasoconstricter, donc la pression artérielle va rester conservée assez longtemps. On va pouvoir éventuellement le démasquer quand on va l'endormir et qu'on va lever ce bloc sympathique. C'est exactement la même chose ici, donc c'est pour ça qu'ils sont souvent normotendus. Ils peuvent être tachycardes parce qu'ils ont mal et parce qu'ils commencent à être hypovolémiques, mais en général, ils sont normotendus. Et donc, tu peux avancer. Donc ce qui est recommandé, c'est que dans la première heure, sans réfléchir sur un patient à brûler à plus de 20%, on fait 20 ml de cristalloïdes. On va voir ensuite après quels cristalloïdes et pourquoi. Et puis il ne faut pas hésiter, dès qu'on a une surface quand même plus élevée, par exemple au-dessus de 50%, de faire un peu plus, aux alentours de 30 ml. Tu peux passer. Et donc le patient arrive à l'hôpital, donc 2 heures, vous voyez, il y a eu 2 heures quand même de prise en charge préhospitalière entre s'occuper du patient, réussir à le calmer, réussir à lui mettre une intra-osseuse, l'endormir. Donc ça a mis 2 heures. Et donc quand il arrive, il est toujours, là il est intubé, ventilé, sédaté. Je vous ai mis les vraies valeurs à son arrivée, il n'a pas de catécholamine. Et donc il est normotendu. Vous notez qu'il a une fréquence cardiaque qu'on peut qualifier presque de bradycarde, ventilé en 45% avec Sandsat. Il est déjà très hypotherme.
33 degrés. Il était à 36,4, je crois, la prise en charge 2 heures plus tôt, mais c'est la nuit. Alors, c'était pas l'hiver, hein, mais malgré tout, vous allez voir qu'il y a des grandes déperditions de chaleur très très vite chez ces patients. Et donc, vas-y, tu peux passer. Et donc là, quand il arrive à l'hôpital, ce qu'il va falloir faire, les grands messages clés, ça va faire évaluer la surface cutanée brûlée et la profondeur. On va voir comment faire. Lutter contre l'hypothermie, je viens d'en dire un mot, et il va falloir faire tout ce qu'on a en notre possession pour lutter contre cette hypothermie qui est très vite, très profonde et très difficile à contrôler. Et puis conditionner le patient, comme je vous le disais, pour le remplissage vasculaire et le monitorage. Tu peux passer. Donc ça, c'est juste pour insister sur l'hypothermie. Hein, dans toutes les études, c'est un facteur associé au pronostic des patients. Associé au pronostic des patients. Et donc, il faut anticiper, quand on sait qu'un grand brûlé va arriver, il faut anticiper son arrivée. C'est-à-dire que si on peut réchauffer les fluides qu'on va lui passer, il faut les réchauffer. Prévoir des réchauffeurs de perfusion, prévoir des couvertures chauffantes. Si vous avez des chambres sur lesquelles vous pouvez jouer sur la température, c'est le cas en centre de traitement des brûlés, c'est pas forcément le cas partout, mais il faut monter le thermostat de la chambre. Et donc voilà. Il a ouvert cette trousse de pain. Vas-y, tu peux. Et puis, in fine, le pansement, mais ça, il arrivera vraiment secondairement, le pansement, mais qui va être une lutte importante, puisqu'il va restituer un peu la peau du patient pour lutter contre l'hypothermie. J'ai une question, François. Du coup, tes cathéters, tu les mets indépendamment de la brûlure, dans la brûlure, en dehors de la brûlure? Il n'y a pas vraiment de recommandations là-dessus. Nous, et de toute façon, d'une manière générale, le niveau de preuve chez les brûlés est un peu difficile à avoir des bons niveaux de preuve, puisque c'est une pathologie circonstancielle rare. Il y a très peu d'études de bonne qualité réalisées sur cette population. Donc, c'est souvent des pratiques de centre comme on fait. Nous, classiquement, chez un grand brûlé, pour la prise en charge initiale, on préfère mettre les cathéters aux endroits où on aura le meilleur monitorage, ou en tout cas le plus d'informations possible pour le monitorage hémodynamique. Et puis dans un deuxième temps, quand on a passé la phase initiale des 24-48 heures, on peut tout à fait les mettre en zone saine quand il existe des zones saines, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois on n'a de toute façon pas le choix. Mais à la prise en charge initiale, en tout cas, on préfère les mettre dans des endroits qui nous intéressent, même si c'est en zone brûlée. Et donc les endroits qui nous intéressent pour la voie veineuse centrale, c'est quoi? Ou en tout cas qui nous donne plus d'informations que quand c'est en fémoral, c'est la voie jugulaire interne, parce qu'on va avoir plusieurs informations hémodynamiques. La pression veineuse centrale, on va voir que ça va être hyper important pour guider notre remplissage vasculaire. Et puis ça vous donne la SVO2, éventuellement le PCO2 gap si vous voulez rentrer dans la réanimation importante. Mais en tout cas, ça vous donne beaucoup plus d'informations qu'un cathéter en fémoral, où là, ce sera juste une voie d'abord, mais vous n'aurez aucune information hémodynamique avec votre cathéter veineux en fémoral. En tout cas, c'est des patients qui posent des problèmes de voie d'abord et dès le début, en fait. Donc, il faut vraiment pas hésiter à se mettre en zone brûlée si jamais on n'a pas le choix. Plutôt que de ne pas avoir de voie d'abord, c'est des patients que vous allez devoir remplir de façon abondante et perfuser pendant plusieurs jours. Exactement. Donc classiquement, nous, ce qu'on fait, c'est une voie centrale en jugulaire et puis un cathéter artériel en fémoral. Et on parlera après de monitorage hémodynamique. Nous, on utilise la thermodilution transpulmonaire avec le PICO, mais bon, j'ai pas d'action chez PICO, donc vous faites ce que vous voulez, mais on verra qu'il faut quand même sans doute avoir un monitorage du volume d'éjection systolique chez ces patients-là, au moins dans les 24-48 premières heures. Et donc, ce qu'on fait quand les patients arrivent, alors là, j'ai fait un peu les choses à l'envers, j'ai commencé à poser le cathé, mais d'abord, évidemment, on examine le patient. C'est un malade grave de réanimation qui arrive du préhospitalier. Donc, on s'assure qu'il soit correctement intubé. Donc, on l'ausculte, on l'examine. Un examen classique, même si c'est souvent quand même un peu plus compliqué et peut-être un peu plus sommaire chez les brûlés. Et puis, il va falloir qu'on évalue la surface cutanée brûlée, parce qu'il y a souvent une grande discordance entre ce qui est annoncé en préhospitalier du fait des difficultés de l'évaluation de cette surface cutanée brûlée et ce qu'on observe en réalité. Et ça a pas mal d'impact sur la prise en charge initiale. On va voir pourquoi. Tu peux passer la diapo. Vas-y, tu peux avancer. Pardon. Donc pourquoi la surface cutanée brûlée, c'est important à évaluer? Parce qu'avec l'âge, c'est le principal facteur pronostic de ces patients. C'est une première raison. Et donc déjà, pour l'orientation initiale, c'est quand même assez important. Et puis la deuxième raison, c'est que ça va guider notre remplissage, on va le voir après. Donc pour l'évaluation de la surface cutanée brûlée, vous avez plein d'outils que vous avez appris quand vous étiez étudiante ou étudiant en médecine. Il y a la règle des 9 de Wallace, les tables qui sont un peu plus précises que la règle des 9. Mais tout ça, c'est assez imprécis. Et puis surtout, ça nécessite que le patient ait des brûlures un peu systématisées. Et ce n'est pas toujours le cas. Il peut y avoir des brûlures patchy. Et dans ce cas-là, on est un peu en difficulté.
Et donc il y a d'autres outils qu'on va voir après, mais juste encore un message, et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais on ne prend en compte que le deuxième et troisième degré. Le premier degré compte pas, et souvent, c'est pas rare en tout cas que ce soit surévalué en préhospitalier à cause de la prise en compte des premiers degrés. Donc on utilise volontiers la télémédecine, ça s'y prête quand même très très bien la brûlure, pour éventuellement rattraper en préhospitalier, que le SAMU nous envoie directement. Merci. Le SAMU nous envoie directement des photos et on peut réorienter, dire à un patient qui initialement était présenté comme pas très grave, au contraire on le fait venir tout de suite, et à l'inverse, dire non, là en fait il y a quasiment tout, c'est du premier degré, vous allez aux urgences de secteur et on suivra le patient comme ça. Oui, faites des photos et réévaluez vos malades, les brûlures elles évoluent aussi un petit peu, donc faites des photos et reprenez les... Exactement, ça on va en reparler après quand on évalue la profondeur, on va voir que surtout la profondeur évolue au cours du temps. Vas-y, tu peux passer. C'est normal si l'évaluation SAMU, elle n'est pas forcément en plus, il y a une correcte, hein, ça c'est normal, c'est presque la règle. Hein. Bon, de toute façon, on va faire semblant parce qu'il n'a pas de... Si. Donc, il y a des outils plus précis aujourd'hui, comme celui-ci, qui a été développé par l'équipe de Lyon. Et donc, c'est super intéressant, ça, notamment pour les brûlures un peu patchy, parce que là, vous avez vraiment le schéma corporel, devant, derrière. Là, j'ai mis que devant, mais vous avez évidemment la face postérieure. Et donc, vous dessinez très simplement au doigt les localisations des brûlures, et ça vous donne la surface cutanée de manière assez précise. Et puis, ça vous donne aussi, on va en parler après, mais la formule de Parkland correspondant au poids du patient que vous avez rentré à la surface cutanée, et ça va vous aider pour le remplissage initial. Bon, je mets le cathéter. Le cathéter est en place. Vas-y, tu peux passer à la diapo suivante. Et donc voilà les photos initiales du patient. Alors de loin peut-être vous ne voyez pas très bien, mais vous avez en haut à gauche le dos, les fesses au milieu, le thorax et les bras à droite, et puis en bas les jambes. Et les jambes, elles étaient, on ne voit pas tout la circonférentielle, mais c'était brûlé de manière profonde en circonférentielle. Et donc, vas-y, il y a une question qui arrive. Donc, allez-y, essayez d'évaluer la surface cutanée brûlée de ce patient. Bon, on va dire qu'on met le KTA. Mais... Voilà. Ceux qui ont déjà téléchargé l'appli vont gagner. Hein. Ouais. Vas-y, 50. Ouais, on vous remet les photos pour vous aider, mais je sais pas s'ils peuvent voter même si c'est plus sur la question. Ah oui, c'est ok. Ils peuvent toujours, ça compte. Ok. Vous voyez que c'est hétérogène, hein, les couleurs, même des fois aussi, l'aspect est important. On va toucher aussi les brûlures. Parce que déjà des fois avec soit de la saleté, soit de la suie, c'est pas toujours facile de vraiment savoir. Donc, et quand on va nettoyer les malades aussi, on va gagner encore de l'information. Exactement. Donc, et quand les le patients toucher est très important. Hein. Quand les patients ont reçu du cyanokit aussi en préhospitalier, ça colore ils sont rouges écarlates, et donc ça rend encore plus compliqué l'évaluation de la surface cutanée brûlée. N'hésitez pas à toucher quand c'est cartonné, c'est le troisième. Hein. Vous voyez que c'est assez hétérogène, hein, et en fait c'est la réalité. C'est que là, la majorité a dit 75, et je crois que c'était la bonne réponse. Mais il y a quand même une grande partie, là, un tiers des participants qui disent 60. Et on va voir que c'est 15% de différence. Ça peut avoir des impacts très importants dans la réanimation. Vas-y, tu peux passer. Donc c'était effectivement 75 à peu près. Donc là, il va falloir continuer le remplissage. Il y a déjà eu en préhospitalier, vous allez continuer le remplissage. Et donc, quelle soluté de remplissage allez-vous utiliser? C'est une question à choix unique. Vas-y, tu peux valider. Donc, bon, super, effectivement. Donc, c'est le Ringer lactate. Vas-y, tu peux avancer. Donc, pourquoi le Ringer lactate et pas du NaCl à 0,9%? On va parler de ça après. Mais parce que vous allez faire des volumes extrêmement importants de cristalloïdes dans les 24-48 premières heures, mais au moins les 24 premières heures. Et si vous utilisez du NaCl à 0,9%, qui est tout sauf physiologique, eh ben, vous allez induire des désordres hydroélectrolytiques extrêmement importants à vos patients, notamment de l'acidose hyperchlorémique, donc qui va avoir d'une part qui va le rendre acide, et puis il y a quand même pas mal de données laissant suggérer une association entre cette hyperchlorémie et l'insuffisance rénale aiguë chez les patients déjà par ailleurs agressés sur le plan rénal à cause de leur brûlure, de tout ce qui leur arrive. Donc des cristalloïdes balancés, donc bon, celui qui est le plus utilisé c'est le Ringer lactate, mais pareil, si vous avez d'autres cristalloïdes balancés, vous pouvez tout à fait les utiliser.
Et donc comment on décide du remplissage initial? Là aussi, tout le monde ne fait pas pareil, mais nous, on s'aide de la formule de Parkland, qui est une vieille formule, et qui dit que sur les 24 premières heures, le patient doit recevoir 4 millilitres par kilo par pourcentage de surface cutanée brûlée, réparti en la moitié sur les 8 premières heures, donc 2 millilitres kilo par pourcentage de surface cutanée brûlée sur les 8 premières heures, et le reste sur les 16 heures suivantes. Et donc, si on prend l'exemple de ce patient brûlé à 75%, s'il faisait 80 kg, ça fait 24 litres sur les 24 premières heures. C'est quelque chose de prédictif, c'est pas, on va voir qu'après il va falloir ajuster. Mais vous voyez que si vous vous êtes planté et que vous avez estimé à 60%, on se plante de 4-5 litres très vite. Et donc 4-5 litres sur 24 heures, ça peut avoir des conséquences dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, si le patient en avait besoin, ça peut être responsable d'hypovolémie et des conséquences sur la perfusion des organes. À l'inverse, s'il n'en avait pas besoin, on peut rentrer dans la congestion, le SDRA, l'insuffisance rénale congestive, etc. Et donc, dans un sens comme dans un autre, il va y avoir des conséquences potentiellement délétères. Et donc, cette formule de Parkland, elle nous aide à débuter le remplissage, savoir sur quelle base on débute. Donc là, par exemple, ici, c'est 1,5 litre heure de cristalloïdes sur les 8 premières heures. C'est énorme. Et ensuite, il va falloir monitorer votre patient pour ajuster ce remplissage. Et on va voir ce qu'on peut faire. Et donc pourquoi il va falloir monitorer? Parce que d'une part, ces formules, c'est à l'échelle populationnelle, mais en fait, il y a des variations interindividuelles importantes. Il y a des facteurs aussi qui vont influencer le besoin en remplissage, notamment le fait d'avoir des incisions de décharge, par exemple. On va voir après que des patients peuvent avoir des incisions de décharge quand ils ont des brûlures circonférentielles et profondes, et ils vont beaucoup plus fuir par ces incisions, avec des vrais plasmariques quand ils ont ces incisions versus quand ils n'en ont pas. L'inhalation de fumée aussi a tendance à majorer les besoins en remplissage. Et en plus, on va le voir juste après, le profil hémodynamique va changer au cours des 24 premières heures, 24-48 premières heures. Tu peux mettre la diapo suivante. Voilà. Donc ça, c'est une vieille étude, mais on observe la même chose chez les hommes. C'est des chiens brûlés, avec à gauche le débit cardiaque, avec en abscisse le temps et puis le volume d'éjection systolique ou le débit cardiaque en ordonnée. Et à droite, c'est les résistances vasculaires, pareil, au cours du temps. Et au milieu, à peu près, c'est 24 heures et 48 heures la fin du diagramme. Et donc, vous avez, ce que je vous ai dit au début, un choc hypovolémique caricatural dans les premières heures avec le débit cardiaque qui chute, les résistances vasculaires qui s'élèvent, le patient est tout vasoconstricté. Et puis que vous remplissiez, parce que là il y a des chiens qui sont remplis, et des chiens qui ne sont pas réanimés, et puis des chiens témoins, mais que vous remplissiez ou pas les patients ou les chiens, le profil hémodynamique va changer au cours des 24 premières heures. Il va passer d'un choc hypovolémique à un tableau de choc distributif, avec, là, cette fois-ci, un débit cardiaque élevé, des résistances vasculaires basses. Et si vous ne monitorez pas votre patient et que vous ratez ce virage-là, et que vous continuez à lui passer 1 litre heure, 1,5 litre heure, alors qu'il a complètement changé son profil hémodynamique, en 2-3 heures, vous allez obtenir des catastrophes. Vas-y, tu peux passer la diapo. Et donc, il faut monitorer vos patients une fois qu'ils arrivent en soins critiques. Et il va falloir avoir des objectifs hémodynamiques pour guider ce remplissage. Et il va falloir monitorer, je pense, pareil, il n'y a pas, une fois de plus, il n'y a pas d'études de bien conduite randomisée qui montrent qu'on fait mieux quand on monitore un grand brûlé que quand on ne le monitore pas. Il y a des données qui suggèrent, mais il n'y a pas de grande étude, mais en tout cas, c'est ce qui est fait dans la plupart des centres de référence. Et donc, tu peux, vas-y, passer la diapo. Et donc, nous, on a un protocole qui vaut ce qu'il vaut. Vas-y, tu peux passer l'afficher. Et donc, on part sur la formule de Parkland, comme je vous disais. Donc, 2 millilitres kilo par pourcentage de surface cutanée sur les 8 premières heures. Et ensuite, on a des objectifs de duresse, de débit cardiaque, de SCVO2 quand on a un cathéter en cave sub, de diminution de la lactatémie. Et toutes les heures, on réévalue. Si le patient est dans les objectifs, on peut commencer peut-être à diminuer le remplissage de 10% par heure. À l'inverse, s'il n'est pas dans les objectifs, on va voir si on ne peut pas l'optimiser, notamment en vérifiant est-ce qu'on n'a pas de retard de remplissage, donc tester la précharge dépendance, sachant que l'objectif n'est pas d'être dans une précharge indépendance. C'est tout à fait normal que le patient soit précharge dépendant, donc il faut respecter une certaine part de précharge dépendance, mais pas arriver dans l'hypovolémie qui deviendrait délétère avec des déférences d'organes qui arrivent. Donc là, on va dire que c'est une ligne de crête, un peu. Voilà, et donc c'est pour ça que ça nécessite du monitorage. Et à la fois, ne pas arriver dans la congestion. Et c'est pour ça qu'avoir un cathéter veineux en cave sup avec un monitorage de la PVC, c'est quand même hyper important chez ces patients-là, pour avoir un petit drapeau rouge, disant attention, là, la PVC est en train de monter, à chaque fois que je fais un remplissage, la PVC prend 2 points. Peut-être que là, il faut que je m'arrête. Et que j'aille voir le cœur. Et la place de la noradrée, parce que là, on voit que c'est un peu tardif. Oui. Est-ce que vous la mettez
plus tôt, d'autant plus maintenant qu'il y a la baby, ou est-ce que vraiment on attend d'avoir fait le remplissage initial on la met, vous de votre côté? Alors, on la met assez tôt. C'est-à-dire que, alors, soit il y a certains patients qui arrivent déjà avec de la noradrénaline du préhospitalier, donc ça peut arriver. Nous, donc là, ce que je vous ai pas montré, mais classiquement, on fait quand même une échographie cardiaque à l'arrivée quand on peut. Quand les brûlures sont très profondes, les patients sont plus du tout échogènes parce qu'il n'y a plus beaucoup de liquide dans les tissus, et donc ça conduit très peu les ultrasons. Donc on n'a pas forcément toujours une écho de qualité à l'arrivée, mais on essaie d'avoir une échographie cardiaque, d'évaluer évidemment la fonction cardiaque qui peut déjà nous donner aussi des indications, et c'est bien de savoir que le patient a une grosse dysfonction VG pour guider la réanimation dans les premières heures. Évaluer déjà la volémie avec notamment le diamètre de la veine cave, mais ils arrivent en général tous très hypovolémiques avec une veine cave virtuelle. Et on va commencer avec le débit avec le Parkland. Et parfois, il y a eu du retard de remplissage en préhospitalier parce que, vous voyez, il y a eu 2 heures de prise en charge. Sur les 2 heures de prise en charge, il a peut-être reçu 1 litre de Ringer lactate, et encore sur des intraosseuses qui passent pas bien. Donc il y a des voies d'abord difficiles. Donc il y a souvent un retard de toute façon de remplissage initial, mais qui est lié aux difficultés du préhospitalier chez ces patients-là. Et donc c'est pas rare qu'on fasse un peu des bolus, un peu pour rattraper ce retard-là, en plus du débit continu qu'on instaure. Donc on fait facilement 1 litre ou 2 en débit libre d'emblée, surtout chez comme ça 75%. Et ensuite, on met notre remplissage en continu, et là ensuite on va s'adapter à nos objectifs thérapeutiques. Et donc pour répondre à ta question qui était la noradré, parce que j'ai fait une digression, donc s'il n'y a pas de noradré, on va dire que, alors soit le patient arrive vraiment avec une hypotension extrêmement profonde, je sais pas, il a 32 PAM à l'arrivée, on ne l'a pas encore évalué, on fait en parallèle, on va introduire de la noradré et on va remplir en même temps, et puis on verra si en remplissant très vite, on peut tout de suite rapidement baisser la noradré, ou est-ce que vraiment il en avait besoin. Mais on ne va pas attendre 3 heures de lui avoir passé 4-5 litres pour se dire il reste encore à 45 de PAM, peut-être que je vais introduire de la noradrénaline. Donc ça doit venir assez tôt s'il n'en a pas en arrivant. Voilà. Ce d'autant quand les patients sont sédatés, finalement, l'anesthésie générale aussi va lever certains mécanismes naturels de protection, et donc ça va, parce on dit les brûlés sont stables, donc ils sont stables, mais finalement, nous, le temps quand ils arrivent, déjà, ils ont perdu beaucoup de volume. Pour un peu qu'ils étaient endormis, en fait, ils sont plus si stables. Donc il y a les 2 choses à prendre en compte. Et effectivement, la noradré fait aussi partie de l'arsenal qu'on a, même si c'est suspecté par certaines équipes d'approfondir aussi un peu les brûlures. Ouais. Mais je pense qu'en aigu, quand on n'est pas centre expert, c'est pas grave de le mettre si le patient est hypotendu. Il faut quand même qu'on se... Bon, peut-être pas forcément en première intention, il faut garder l'hypovolémie. Mais c'est pas forcément une faute non plus si l'hypotension est majeure, quoi. En tout cas, il faut pas juste mettre de la noradré sans faire du remplissage à côté, parce que là, clairement, pareil, ça va être des catastrophes. Mais c'est remplissage, noradré si l'hypotension est profonde d'emblée, très importante d'emblée. Et puis, c'est bien quand même d'avoir, je disais, une photo un peu de la fonction cardiaque de ces patients-là, parce que c'est pas exceptionnel qu'il y ait une dysfonction cardiaque, parce qu'il peut y avoir un peu de cardiopathie de stress, parce que c'est quand même des situations pour les patients qui peuvent être très stressantes, et donc c'est pas rare d'avoir des cardiopathies de stress avec des dysfonctions systoliques dans les premières heures, qui ensuite en général évoluent bien. Et puis on connaît pas forcément tous les antécédents des patients non plus quand ils arrivent. Et donc, on peut avoir aussi des patients qui ont des insuffisances cardiaques chroniques qu'on ne connaît pas, et c'est bien de le savoir dès l'arrivée pour guider la réanimation hémodynamique. Vas-y, tu peux avancer. Et donc, ces algorithmes qui prennent en compte plusieurs facteurs, hein, ça ne doit pas être non plus... il faut avoir une interprétation critique de ça. Et par exemple, si tout est dans le vert et que c'est juste le lactate qui est toujours aux alentours 3, 5, 4, qui ne descend pas, mais alors que tout est bien, il ne faut pas forcément s'acharner, et que le patient est encore préchargé pendant, il ne faut pas s'acharner forcément à continuer à remplir comme des malades. De la même manière, les patients arrivent souvent hypothermes. Donc, qui dit hypothermie, dit métabolisme beaucoup plus bas. Dit là, il arrive, il a 50 de fréquence cardiaque. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ce patient-là, il ait 3,5 litres d'index, même quand vous aurez rétabli la volémie. Parce que de toute façon, déjà, il est bradycarde. Donc, même avec un volume d'éjection systolique restauré et conservé, il ne va pas exploser son index cardiaque. Et donc, il faut rester aussi critique par rapport à la température et à interpréter l'hémodynamique systémique avec la température. Tant qu'il n'est pas normotherme, il ne faut pas non plus s'attendre à avoir des index cardiaques extrêmement élevés.
Donc l'autre chose qu'on va évaluer, parce que ça peut avoir des conséquences un peu immédiates, en tout cas dans les premières heures, c'est la profondeur. Ça, c'est pas forcément facile. Donc le premier degré, c'est vraiment la couche superficielle de l'épiderme. C'est le coup de soleil, ce que je vous disais. Et ça cicatrise spontanément. Et ça n'a pas de conséquences systémiques. C'est pour ça qu'on ne le prend pas en compte. Et pourquoi ça cicatrise spontanément? Parce qu'en fait, comment la peau peut cicatriser spontanément? C'est tant que la couche basale de cet épiderme est conservée, puisque c'est là qu'il y a les cellules qui créent l'épiderme. Et donc, c'est les cellules de la couche basale. Si ces cellules de la couche basale sont détruites, là, ça rend la cicatrisation beaucoup plus compliquée. Tant que les poils sont encore présents, il y a un potentiel de cicatrisation, puisque cette couche basale, elle s'étend jusqu'au fond des follicules pileux. Et donc, si le poil est toujours présent et pas détruit, le follicule pileux, eh ben, ces cellules peuvent migrer du follicule pileux et recoloniser la peau pour la faire cicatriser. Et par contre, quand les fanères sont détruits, les poils, là, il n'y a pas de possibilité de cicatrisation spontanée. Tu peux passer à la diapo suivante. Et donc, on a quelques signes cliniques, là, je vous en ai mis 6, pour évaluer un peu la profondeur de la surface des brûlures chez ces patients-là. On regarde la souplesse, la présence ou non de flictène. Est-ce que la peau est humide? Ça va souvent avec les flictènes. Quand on perce les flictènes, la peau est souvent humide. Est-ce que le patient a mal ou pas? Est-ce que la peau est toujours vascularisée? Donc, est-ce qu'elle se décolore à la vitropression ou pas? Et est-ce que les fanères sont présents? Et donc on a finalement caricaturalement, mais comme Pauline le disait tout à l'heure, la brûlure et surtout la profondeur de la brûlure, ça évolue au cours du temps. Vous avez d'un côté la brûlure du deuxième superficiel, où la peau conserve sa souplesse parce que les fibres élastiques sont préservées, la brûlure n'est pas profonde. Il y a souvent des flictènes qui peuvent avoir déjà été effondrés ou un peu disparaître pendant la prise en charge initiale, mais en tout cas, vous allez avoir du coup sous ces flictènes une peau humide, suintante, comme vous quand vous avez une ampoule derrière le talon. Et c'est très douloureux, puisque la flictène, ça correspond à votre ampoule que vous avez dans la chaussure. Ça fait déjà suffisamment mal quand vous avez une ampoule comme ça au pied. Imaginez que vous ayez ça sur 40% de la surface cutanée. On peut imaginer l'intensité de la douleur que ça procure. Vous êtes à vif. Alors qu'à l'opposé, dans la brûlure profonde, les terminaisons nerveuses sont détruites. Et donc, c'est une brûlure qui est souvent pas douloureuse ou très peu douloureuse, avec souvent une anesthésie de la zone. Les patients ne sentent pas quand on touche. Donc, de la même manière, la brûlure superficielle reste vascularisée. Donc, il y a une décoloration à la vitropression ou parfois, les chirurgiens ils scarifient pour voir si ça saigne. Et bien, si ça ne saigne pas, c'est que c'est une brûlure profonde parce que tous les vaisseaux de la peau sont coagulés et ne saignent plus. Et puis, la présence de fanères, je vous le disais, ça c'est ce qui permet vraiment de dire est-ce qu'il y a un potentiel de cicatrisation. Si les ongles se détachent tout seuls, que les poils, pareil, partent tout seuls, c'est une brûlure profonde de 3e degré et donc qui ne cicatrisera pas spontanément. Et donc, pour la souplesse, la peau de 3e degré, pour les gens qui en ont déjà touché, c'est vraiment typique, quoi. Une fois qu'on en a touché une fois, on s'en souvient toute sa vie, c'est vraiment, on dit que c'est cartonné. Ça a vraiment un aspect de carton avec une perte complète d'élasticité. Et donc ça va avoir des conséquences. Tu peux passer la diapo. Vas-y. Voilà. Et par exemple, ce patient-là qui arrive avec des brûlures circonférentielles, on vient de lui mettre une voie centrale, et là, les pressions, donc on ne peut pas trop simuler l'augmentation des pressions, mais vous avez des pressions de crête, ça fait 2 heures que vous prenez en charge, les pressions de crête augmentent, vous venez de lui poser un cathé aussi en CAPSUP, et donc à quoi vous pensez, qu'est-ce que vous devez évoquer chez ce patient? Là, vous avez le droit, je crois, à plusieurs choix. Vas-y, tu peux mettre la réponse. Donc, évidemment, il y a plusieurs possibilités. De toute façon, c'est comme un patient de réa en général. Quand on vous appelle parce que les pressions de crête augmentent, il y a plein de choses à éliminer. Est-ce qu'il mord sa sonde? Est-ce qu'il y a un bouchon? Est-ce que là, vous venez de poser une voie centrale? Est-ce que vous n'avez pas fait un pneumothorax compressif qui ferait augmenter les pressions? Mais une chose à laquelle il faut penser un peu spécifiquement chez le brûlé, quand il y a des brûlures thoraciques circonférentielles profondes, c'est que ça va limiter, comme je vous disais, il y a une destruction des fibres élastiques. Le thorax perd complètement son élasticité et il ne peut plus s'expandre à l'insufflation. Et donc, on peut se retrouver avec des patients vraiment inventilables, très très vite, quand c'est des brûlures profondes comme ça. Et donc, les chirurgiens, dans ces cas-là, il faut qu'ils soient quand même présents et réactifs pour venir faire des incisions de décharge que vous voyez ici au niveau du thorax, donc des incisions en croix comme ça et sur la ligne médio-axillaire, pour libérer le thorax et qu'on puisse reventiler le patient. Tu peux passer.
Et donc ces incisions de décharge, ça peut être fait au niveau du thorax, ça peut être fait au niveau des membres quand vous avez des brûlures circonférentielles des bras et des jambes, parce que là vous pouvez vous retrouver vraiment avec des syndromes, enfin l'équivalent d'un syndrome de Loge, mais là qui n'est pas comme dans un crush syndrome en lien avec une augmentation de pression, une inextensibilité de la loge musculaire. Là c'est vraiment sous la peau que ça ne peut pas s'étendre, et donc les incisions ne sont pas des aponévrotomies. Les chirurgiens ne doivent pas ouvrir la loge musculaire, ils doivent juste ouvrir la peau. Donc c'est vraiment des escharotomies. Et vous voyez, quand c'est sous tension, hein, ça s'ouvre comme un petit popcorn. Vous avez toute la peau qui s'ouvre et la pression qui se libère. Alors ça, vous avez un peu de temps quand c'est les morts. Alors quand c'est la ventilation, c'est vraiment votre esprit qui va vous dire quand est-ce qu'il faut le faire. Si vous avez les pressions de crête qui augmentent, que ça devient difficile de ventiler le patient, il faut le faire. Ça peut survenir assez vite dans ces cas-là, après 1 heure ou 2 de prise en charge. C'est pas rare qu'on doive le faire. Pour les membres, vous avez un peu plus de temps, mais il faut le faire classiquement on dit dans les 6 premières heures de la prise en charge pour limiter le risque d'ischémie, notamment nerveuse, enfin qui est l'ischémie qui survient en premier. Tu peux passer la diapo. Voilà. Et donc ce patient-là, quelques heures après son arrivée, a eu des incisions de décharge. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein, au niveau des jambes et au niveau des membres supérieurs. Et vous voyez, hein, c'est vraiment juste la peau qui est incisée, on ne voit même pas là, les aponévroses en dessous, normalement, c'est vraiment la peau qui est incisée. Tu peux passer. Et ensuite, on va passer à l'étape du pansement. Et là, c'est une étape qui, pareil, va être primordiale, parce que pour plein de raisons. Je vous ai dit que ce patient, il est hypotherme, là, et donc il va falloir le recouvrir pour lutter contre l'hypothermie. Mais le pansement, il va avoir plusieurs intérêts. Il a à visée antalgique, à limiter les pertes hydrosodées et les pertes caloriques. Et ça, c'est un enjeu majeur en aigu, mais surtout sur le chronique, les pertes caloriques chez ces patients-là qui vont se dénutrir extrêmement, extrêmement rapidement avec un hypercatabolisme très important. Et puis, ça va avoir un effet protecteur, parce qu'ils n'ont plus de peau. Ils sont extrêmement sensibles, enfin en tout cas ouverts au milieu extérieur et donc à toutes les infections bactériennes, infections fongiques. Et donc le fait de faire un pansement va contribuer à les protéger de ces infections. En préhospitalier, évidemment, on ne se lance pas dans un pansement. Donc l'objectif là, c'est de mettre dans des draps propres ou dans ce qu'on a, des champs propres, et transporter rapidement le patient à l'hôpital. Et par contre, ce pansement-là, un peu spécialisé, il sera fait à l'hôpital. Soit dans un CTB, si le patient arrive en CTB, c'est mieux, mais les grands brûlés peuvent arriver dans des réanimations non spécialisées, et donc vous pouvez être amené à devoir faire ce pansement-là. Et en tout cas, il ne faut pas hésiter à contacter dans tous les cas un centre spécialisé pour demander un avis sur le pansement, quelle interface vous devez mettre, etc. Et donc, en général, les infirmières, il y a beaucoup d'anticipation quand on reçoit l'appel pour prendre un grand brûlé, parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à préparer. Il y a tout ce dont on a parlé sur le monitorage hémodynamique, et il y a toute la partie pansement. Et en général, elles commencent à préparer leur pansement. En tout cas, bon, il y a plusieurs. Évidemment, ça se fait on est très nombreux et nombreuses quand on accueille un grand brûlé. Et donc, il y a une infirmière et une aide-soignante qui, en général, se détachent pour préparer le pansement, soit dès l'arrivée du patient, quand on voit où est-ce qu'il va falloir le panser, soit même si on a déjà des photos le préhospitalier, elles peuvent déjà préparer le pansement dès l'appel préhospitalier. Et donc là, elles vont vous montrer un peu comment on peut faire un patron pour un pansement. Ouais, vous sur la table. Vous pouvez mettre sur le pansement, sur le patient. Et donc elles font vraiment vous allez voir un patron. Et ensuite, c'est de le faire sans patient. Ouais. En général, c'est pas sur le patient. Là, on manque de place. Non, mais regarde. Donc on utilise un drap stérile, deux draps stériles qu'on va placer l'un sur l'autre. Là, on n'a pas tout le matériel dont on a besoin exactement, mais comme on est des bonnes infirmières et qu'on est très bricoleuses, on vous a fait un petit florilège. Donc, on utilise du matériel stérile, des bandes, des compresses stériles, et on va venir préparer le patron du pansement, c'est-à-dire qu'on va poser les bandes, couche par couche, les bandes, les compresses successivement, de manière à pouvoir le glisser sous le patient et emballer complètement le patient, du moins toutes les parties qui ne sont pas mobilisables, donc les bras, les jambes. Donc là, on a figuré des grandes bandes de crêpes de 20 cm qu'on ouvre et qu'on rabat l'une sur l'autre. Donc pour la partie du thorax, hop là, attends. On va les mettre un peu intercalées afin qu'elles ne glissent pas sous le patient une fois qu'il sera posé dessus. T'as les épaules.
Ah merde, c'est pas prêt, Ouais. c'est Paul. Et donc cette phase de préparation du pansement, il est très important qu'elle se fasse de la manière la plus propre possible. D'ailleurs, enfin, tous les gestes en général chez ces patients-là, c'est- parce que j'en c'est vois vraiment ça, des c'est malades pour qui le sont fait exposés Tu fais les aux épaules. infections de manière majeure. Ils meurent d'infection majoritairement. Ils vont rester plusieurs semaines, quand c'est pas plusieurs mois en réanimation. Ils vont faire de multiples infections et donc il faut qu'on fasse tout ce qui est en notre pouvoir pour au maximum limiter le risque infectieux chez ces patients-là. Donc la réalisation du pansement en fait partie, mais tous les gestes en font partie. Donc on est particulièrement attentif à l'hygiène, encore plus que dans un service de réanimation, on va dire, classique. Pendant que le pansement est fait, je ne sais pas s'il y a des questions un peu dans l'assemblée. Si vous voulez, vous me dire la question, je vais transmettre. T'es loin. T'es loin. Est-ce qu'on déduit, quand le patient arrive, le de Parkland, de ce qui a été fait en préhospitalier? Est-ce qu'on considère que ça a déjà été fait et on enlève, ou est-ce qu'on redémarre à zéro quand il arrive? Non, en général, on le prend en compte, puisque le T0, c'est le départ normalement du chrono, c'est la brûlure, donc on prend en compte ce qui a déjà été fait. Mais oui, c'est souvent rare que le patient arrive avec plus de remplissage que ce qui était, enfin en tout cas pour les grands brûlés. C'est pas vrai chez les plus petits brûlés, il peut arriver qu'ils soient plus remplis que le Parkland sur le temps préhospitalier, on va dire. Mais là, chez les grands brûlés, c'est très rare qu'ils arrivent à faire ne serait-ce que les 20 millilitres sur la première heure, parce que souvent les voies passent pas très bien, les intraosseuses ça passe pas très bien. Mais oui, on le prend en compte dans le Parkland. Mais je vous dis vraiment, ce Parkland, faut pas prendre ça comme un objectif. On s'en sert pour démarrer, pour avoir une idée du débit initial de la réanimation. Mais il ne faut pas que ce soit un but d'arriver après les 24 heures et d'avoir fait les 20 litres, par exemple, que ça vous prédisait. Et c'est vraiment utiliser ça pour avoir un débit initial et ensuite s'adapter en fonction du monitorage que vous avez. Et il y a des patients, ils auront besoin de moins, et il y a des patients, ils auront besoin de plus. Et c'est là tout l'intérêt du monitorage. Il y a une autre question Oui. là. Si jamais du cyanokit a été fait en préhospitalier, à juste titre, On le pose. comment on fait quand le patient arrive? Est-ce qu'on refait une dose? Est-ce qu'on entretient? Voilà, comment on fait quand il arrive? Non, la demi-vie du cyanure, elle est très courte. Et d'ailleurs, c'est ça qui rend aussi un peu difficile de faire les diagnostics a posteriori, parce que souvent, si les patients arrivent, même si on voulait doser le cyanure pour avoir un diagnostic certitude, c'est pas possible parce que c'est déjà éliminé. Donc, s'il y a déjà eu du cyanokit en préhospitalier, c'est pas la peine d'en refaire. J'ai la tête à Au niveau thoracique, quels critères précisément tu utilises pour indiquer les incisions de décharge? Alors, Est-ce que c'est que le respi ou est-ce qu'il y a Ouais. d'autres choses? Non, quand c'est du 3e degré circonférentiel, il y aura une indication parce qu'on va avoir des problèmes de ventilation. À un moment, le patient de toute façon va en plus gonfler, prendre des œdèmes. Donc on peut attendre quelques heures, voir que les pressions montent et qu'il faille le faire. Mais si c'est circonférentiel 3e degré et que les chirurgiens est disponible, il peut les faire quasiment d'emblée parce que de toute façon, il devra les faire dans 3-4 heures s'il les a pas fait tout de suite. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a une chose que j'ai pas évoquée, c'est que là, on parle de les incisions de décharge, il n'y a pas de doute quand c'est 3e, c'est cartonné en circonférentiel, et donc là, il n'y a pas de doute sur la nécessité d'en faire une. Mais c'est pas tout le temps le cas. Parfois, vous avez du deuxième profond d'un côté, de l'autre côté, c'est du deuxième superficiel. Le patient, on est à 10 heures de réanimation, il a déjà pris beaucoup d'œdème, beaucoup de poids. Quand vous l'examinez, c'est un peu tendu, vous avez un doute, il ne faut pas hésiter là à aller prendre la pression dans les loges musculaires, comme peut-être vous le faites déjà pour quand vous avez des suspicions de crush syndrome. Hein. Donc de manière assez simple, pareil, toujours essayer d'être le plus stérile possible. Vous branchez une aiguille avec une tête de pression que vous branchez sur le scope. Vous mettez le 0 à la hauteur de la loge musculaire que vous voulez tester, et vous piquez dans la loge musculaire. Donc vous aurez sur le scope affiché la pression qui règne dans cette loge musculaire. Et si elle est au-dessus, on dit classiquement au-dessus de 30 mm de mercure, qui est un peu la pression veineuse, hein, parce que c'est d'abord une ischémie veineuse avant d'être artérielle. Il ne faut pas s'attendre faut pas attendre l'abolition des poux pour se dire qu'il faut faire une incision de décharge. C'est d'abord une ischémie veineuse. Donc si vous avez plus de 30 mm de mercure de pression dans les loges, c'est une indication classiquement à faire une incision de décharge.
Alors, est-ce qu'on fait autre chose que du Ringer à cause du risque de coagulopathie, si on fait des énormes volumes, Ouais, qu'est-ce alors qu'on fait d'autre? il y a Ou pas effectivement, c'est des patients qui vont développer, comme vous le dites, des coagulopathies, en tout cas très vite, au bout de quelques heures. Si vous faites des bilans biologiques, vous allez avoir des TP bas, souvent une thrombopénie qui survient. Alors souvent un peu plus tardive la thrombopénie, mais en tout cas il y a des troubles de l'hémostase qui sont en général, enfin qui s'associent rarement, voire je dirais exceptionnellement, à des saignements, enfin à une conséquence clinique de saignement. Et donc on fait pas, en tout cas nous on fait pas par exemple de PFC systématique sur des chiffres de troubles de troubles de l'hémostase, de TP bas ou de fibrinogène bas. Il y a des données, des équipes, notamment nord-américaines, qui commencent à mettre dans la réanimation initiale du brûlé les PFC, mais pareil sans grand niveau de preuve. En tout cas aujourd'hui c'est pas recommandé et il n'y a pas d'étude de bon niveau de preuve qui peut dire ok vous devez faire des PFC pour réanimer vos patients. Par contre on est amené, et c'est dans la RFE aussi, à utiliser l'albumine, pas dans les toutes premières heures, classiquement on dit 6 à 8 heures après le début de la brûlure, parce que quand on l'a fait trop tôt, il y a des données expérimentales qui montrent qu'elle fuit avec le reste et qu'en fait on va être plus délétère qu'autre chose parce qu'on va la mettre dans les tissus et que c'est pas bon. Mais pour diminuer les volumes de cristalloïdes qui ne sont pas forcément sans conséquences, on peut avoir des SDRA, des syndromes du compartiment abdominal, etc. On peut mettre de l'albumine. Nous, en tout cas, c'est ce qu'on fait, c'est dans le protocole de réanimation. Mais pareil, le niveau de preuve n'est pas très important. Il y a un essai randomisé actuellement nord-américain aussi, parce que les militaires nord-américains sont très intéressés à la réanimation du brûlé de par tous les terrains dans le monde où ils sont. Et donc, ils mettent beaucoup d'argent, eux, dans la recherche là-dessus. Et donc, peut-être qu'on aura des éléments de réponse dans un an ou deux, quand cet essai sera terminé. Pour le moment, c'est des tout petits essais, souvent monocentriques, avec pour 10, 20, 30 patients. Il n'y a pas un niveau de preuve très important pour justifier ça, mais nous, on le fait classiquement chez les patients qui ont plus de 30% de surface cutanée brûlée. On fait de l'albumine à 20%, donc de l'albumine très concentrée. Jamais en bolus, parce que sinon ça fait une charge pour le glomérule protéique très importante et on a des risques d'atteinte du glomérule par ce biais-là. Et donc plutôt en continu et avec un objectif d'albuminémie au-dessus de 30 grammes par litre. Et donc classiquement, c'est à peu près un flacon d'albumine par litre de cristalloïdes. Et sur les 24 premières heures, 24-48 premières heures. C'est souvent chez quand même les plus grands brûlés. Mais je vous dis, le niveau de preuve n'est pas très élevé pour pouvoir le recommander. C'est ce qui est dit dans la RFE. Bravo, pansement express. Voilà, pansement express. Avec du sopalin. Le pansement le plus rapide de l'univers. Donc moment à risque pour les cathéters, les pansements, parce que les patients, vous avez vu, ils tournent dans tous les sens, parce qu'il faut mettre donc attention à vos cathéters, protégez-les, fixez-les. Donc les cathéters, il faut les fixer le mieux qu'on peut. Il ne faut pas hésiter à aller très quand c'est en zone brûlée, à aller très profond pour le fixer, parce que la peau va être très fragile, les fils vont faire comme du fil à couper le beurre, et donc ça va facilement cisailler la peau et ça ne tiendra pas. Donc pas hésiter à les faire très profond. Pareil pour les patchs du monitorage du scope. Nous, c'est pas rare que sur les brûlures profondes, on les agrafe à la peau parce qu'en fait, ça ne tient pas. Et après, c'est des patients qu'on peut plus monitorer. Et puis une fois que le pansement est fait, et que le scope tient plus et qu'on n'a plus de monitorage, c'est un peu embêtant. Pareil, on a eu il y a des catastrophes comme ça. C'est un cas clinique. On a eu un patient rapatrié où dans l'avion, ils n'avaient plus de scope, plus rien. Le patient est arrivé mort, donc c'est dommage et ils s'en sont pas franchement rendus compte, donc c'est compliqué et donc voilà, il y a des trucs un peu comme ça. Qu'est-ce que je voulais rajouter, je sais plus, je sais pas s'il y a d'autres questions, on attend que ça me revienne là-haut. Qu'est-ce qu'on met exactement comme type de pansement, comme topique, comme tulgras ou autre, ou voilà. Ça va être. Non, vas-y, décrivez du coup, je sais pas si on m'entend, oui. Ouais. Du coup, à l'entrée, généralement, on met de la flamazine comme topique sur la peau du patient quand c'est du 3e degré. Donc, en fait, on prépare notre patron et après, on ne pose uniquement que des compresses puis des bandes, sauf sur les extrémités, donc pieds, mains et la face. Voilà. Où on va mettre de la gélonette. Où on va mettre gélonette en plus, en interface. Et sinon, le reste du temps, quand on met d'autres topiques tels que tamponnement chlorhexidine aqueuse, puis de la vaseline, on va mettre de la gélonette partout, puis des compresses, puis des bandes.
Voilà, et systématiquement, les patrons, donc compresses, bandes, gélonnettes, sont préparés à l'avance pour tout ce qui est donc tronc, les racines des cuisses et les épaules. Tout le reste est fait sur le patient directement, donc bras, mains, jambes, pieds et visage. Et donc la séquence, c'est détertion, savon, eau, on retire les flictènes, on nettoie au maximum le patient, la fumée, la suie, etc. Et puis ensuite, une interface, en général, on met quand même, quand c'est des grands brûlés, avec potentiellement un peu de la contamination aussi, ou de la terre, etc. On met souvent une interface antiseptique, donc ça peut être la flamazine, mais pareil, le niveau de preuve dans la littérature, pour quel topic mettre chez ces patients-là, il y a rien du tout. Donc peut-être ce qu'on fait, c'est pas bien. Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait avant d'avoir des niveaux de preuve suffisants. Je crois qu'il y a encore une question. François. Oui. Préciser, comme tu as parlé des incisions de décharge tout à l'heure, mais de l'algo au niveau des Ouais, sur les incisions de décharge. Vas-y, sur les incisions de décharge. Vas-y. Du coup, comme il vous a parlé tout à l'heure des incisions de décharge, ne jamais oublier la flamazine, c'est très toxique, ça passe en systémique, et donc systématiquement on met des bandes d'algostériles sur les incisions de décharge pour faire des séparations entre la flamazine, qui est un topique, une crème qui va couler, qui va être très pénible, va pas du tout rester sur les brûlures. Donc on met de l'algostérile au niveau de toutes les incisions de décharge pour éviter que la flamazine vienne se mettre dedans. Un mot sur l'inhalation de fumée. Donc ce patient-là avait inhalé de la fumée, et donc on peut être amené, il n'y a pas d'urgence à faire une fibroscopie, mais on peut être amené à faire une fibroscopie, en tout cas s'il n'y a pas un transfert immédiat en CTB et qui vient dans votre réa. Vous pouvez tout à fait effectivement faire une fibroscopie, aller regarder s'il y a de la suie, si la muqueuse est brûlée en cas d'inhalation de fumée chaude. Vas-y, tu peux avancer. Et donc il y a une classification de la sévérité de l'inhalation et des brûlures bronchiques. Et on peut faire des traitements un peu spécifiques de ces inhalations, pareil, avec un niveau de preuve qui est vraiment proche de zéro, mais qui est quand même fait dans les centres, dans la plupart des centres experts. Tu peux avancer. Donc classiquement, ce qu'on fait quand on a une inhalation de fumée avérée avec des brûlures bronchiques, avec un gros risque quand même chez ces patients-là, après de moules bronchiques et de patients qui peuvent devenir très difficilement ventilables avec des SDRA gravissimes, on fait volontiers d'une part des aérosols d'héparine qui vont limiter ces débris de fibrine et un peu cette coagulation dans les bronches. Des bronchodilatateurs, donc volontiers des bêta-2 mimétiques, et puis on peut mettre des fluidifiants type N-acétylcystéine. Je vous dis une fois de plus avec un niveau de preuve extrêmement faible, mais bon là je vous ai remis, ça c'était un groupe d'experts qui s'était réuni en 2023 pour dire un peu quoi faire en fonction de la sévérité. Ce qui sort globalement, c'est quand même l'héparine en aérosol. Tous les experts étaient à peu près d'accord là-dessus. Pour le reste, c'est un peu moins clair. Donc on fait 5000 unités x4, x5 par jour pendant en général la première semaine, le temps que les bronches cicatrisent. Tu peux avancer. Voilà, je crois que c'est la dernière question. Est-ce que, là, donc ce patient-là qui vient d'arriver, est-ce que vous débutez une antibiothérapie / prophylaxie systématique ? Vas-y, tu peux valider. Voilà. Donc là aussi, vous voyez, c'est très bien parce que c'est pas très clair. Alors, la RFE dit quoi? La RFE dit plutôt non. Et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est des patients extrêmement sensibles à l'infection qui vont rester très longtemps, qui vont forcément développer des infections et développer des chocs septiques. Et donc, chaque antibiothérapie chez ces patients-là, plus que chez les malades classiques de réa qui vont peut-être avoir juste une infection pour leur séjour, est mûrement réfléchi parce qu'à chaque fois qu'on va exposer le patient à un antibiotique, on va générer des résistances et on va se retrouver avec le coup d'après des bactéries plus résistantes, en tout cas résistantes déjà à l'antibiotique qu'on a utilisé. Donc à chaque fois, c'est une cartouche qu'on se grille. Et donc si on commence dès la prise en charge initiale à mettre, par exemple, ce patient-là, soit des gens voudraient mettre, j'imagine, de amoxicilline, acide clavulanique ou une céphalosporine de 3e génération, par exemple, et on se grille déjà une cartouche et on expose le patient à des antibiotiques et déjà on va développer des résistances sans qu'il y ait de bénéfices du tout prouvés ou attendus chez ces patients-là. Donc pas d'antibiothérapie / prophylaxie systématique chez ces patients-là.
Ça peut se discuter éventuellement sur des brûlures très étendues et très sales, mais comme ça peut être le cas, par exemple, chez un polytraumatisé, quand on a une plaie très, très contaminée, délabrée, on peut être amené à faire 24-48 heures, on va dire, d'antibiothérapie / prophylaxie. Mais sinon, on évite au maximum, et même après, en cours d'hospitalisation, vraiment, chaque antibiothérapiste chez ces patients-là et réfléchit et anticipé. On se pose à chaque fois la question de si on doit en mettre, qu'est-ce qu'on va mettre, etc. Donc, c'est très dur de ne pas en mettre d'ailleurs, parce que c'est des patients qui ressemblent à des patients en choc septique à s'y méprendre. Oui. Donc très souvent, on essaye de se dire non, on va attendre d'avoir un germe, parce qu'on sait que la peau elle est contaminée, ça c'est sûr. Ouais. On va essayer de traiter que quand vraiment on a un germe dans le sang. Puis vous avez vu sinon, le profil, on va traiter tout le temps. Le profil hémodynamique en plus. Après, dès qu'on a passé 24 heures, on arrive vers un profil de choc distributif. Et donc, ils ont de la fièvre, souvent, voire tout le temps. Ils vont avoir, dès la 24e heure, ou en tout cas dans ces eaux-là, un tableau de choc distributif. Ils ont 39. C'est vrai que c'est tentant d'aller mettre des antibiotiques. Mais il faut avoir des arguments quand même très forts. Alors, prélever, c'est sûr. Prélever le poumon, prélever des émocs. Et puis la peau pour savoir un peu ce qu'on cible, parce qu'en général, quand même, la porte d'entrée, c'est la peau. Mais vraiment bien peser chaque antibiothérapie chez ces patients-là. Puis si on prélève la peau, il faut la biopsier, quoi. Faut pas forcément. Ouais, alors ça pareil, tout le monde ne fait pas pareil. Personne ne fait pareil dans les centres de brûlés en France. Il y a beaucoup de différences quand même. Exactement. Normal, hein. Alors déjà, il y a des centres qui, je crois, monitorent pas la colonisation cutanée. Nous, on a la stratégie de la monitorer, c'est-à-dire qu'à chaque pansement, donc classiquement toutes les 48 heures, le pansement est fait, les infirmières écouvillonnent la peau, et comme ça, on a une cartographie, on sait ce à quoi le patient est colonisé, et dans la majorité des cas, quand il s'infecte, quand il fait une bactériémie, c'est à point de départ cutané, et c'est avec les germes les plus présents sur la peau, et donc on fait jamais finalement quasiment d'antibiothérapie probabiliste, parce qu'on sait toujours à quoi ils sont colonisés, et donc quand on va mettre une antibiothérapie, on va la mettre en connaissant les germes des 24-48 heures précédentes auxquelles était colonisé le patient. Mais bon, une fois de plus, tout le monde n'a pas cette stratégie, clairement. Nous, c'est celle qu'on a. Je ne sais pas si c'est la bonne. Pas de probabiliste ou peu, quoi. Ou le moins possible de probabiliste ou de prophylaxie, en tout cas, c'est pas... Non. Ouais. Et pour ce qui est peut-être une question que vous avez, puisque les référents antibio-prophylaxie pour chirurgie qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, où pareil, on a dû pour la brûlure se positionner. Vous verrez que c'est que des avis d'experts, parce que dans la littérature, il n'y a rien du tout. Et donc, c'est soit guidé sur, pareil, l'écologie du service, la colonisation connue, pour les chirurgies d'excision-greffe, par exemple. Voilà. Mais pareil, on ne sait pas, en tout cas, le niveau de preuve n'est pas suffisant pour le moment dans la littérature pour recommander formellement. Il y a une étude en cours, un PHRC national en cours actuellement, dont on aura les résultats, je pense, l'année prochaine, qui apportera peut-être, j'espère, quelques éléments de réponse sur l'antibioprophylaxie pour chirurgie chez les patients brûlés. Et donc, je vous ai juste remis... C'est les fiches flash de la RFE sur les brûlures, sur toutes les étapes un peu qu'on a décrites ici. Vous pouvez trouver très facilement en ligne sur le site de la SFAR, qui vraiment reprennent ce que je viens de vous raconter. Et donc, peut-être que je suis un peu désolé, mais vous attendiez sans doute à quelque chose d'un peu plus dynamique sur le patient. Mais bon, je trouve que ça s'y prêtait pas forcément. Et je pense que le plus important, c'était surtout... de passer des messages importants pour des non-spécialistes forcément de la brûlure, pour pas être en panique quand on prend un grand brûlé, parce qu'en vrai, vous avez vu, finalement, avec le patient, c'est pas si difficile. On met des cathés, on l'examine, et après, ça va être surtout du gros travail infirmier paramédical de pansement et de gestion du remplissage et du suivi du remplissage. Et vous, c'est la gestion de l'hémodynamique surtout. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Professeur. Merci. Je vais mourir. Merci. Putain, moi ça.